centriste de la République démocratique du Congo, auquel le Rwandais Paul Kagame a également été convié. Et puis du sport, ensuite de la deuxième journée de Ligue des Champions, Maniema Union, Raja Casablanca, Stade d'Abidjan, CR Belouizdad notamment au programme. Jour de double scrutin au Ghana. Les électeurs votent depuis ce matin dans le cadre des législatives, mais aussi et surtout pour une élection présidentielle qui s'annonce très serrée, alors que Nana Akufo-Addo ne brigue pas de troisième mandat comme le veut la Constitution. Son vice-président Mahamadou Bawumia porte les couleurs du NPP. En face, John Dramani Mahama, ancien président de 2012 à 2017, pour ce duel annoncé, même si 10 autres candidats sont en lice. Au Togo, la date des sénatoriales a été fixée au 2 février prochain. C'est l'une des dernières étapes de la mise en place de la nouvelle constitution, tellement controversée. Le scrutin se prépare donc, mais les textes de loi réglementant ces sénatoriales ne sont pas encore disponibles pour les Togolais. Combien de sénateurs vont siéger? Combien de circonscriptions concernées? Quel mode de scrutin? Autant d'interrogations qui restent pour le moment sans réponse et qui inquiètent Paul Amegakpo, président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance. La nouvelle constitution, dans cette phase transitoire de 12 mois, a donné les prérogatives au président de la République de prendre toutes les lois par ordonnance. Et il y a 2 ordonnances importantes qui ont été prises concernant le code électoral, mais aussi l'organisation et le fonctionnement du Sénat, définissant par la même occasion le nombre de sénateurs. Elles ne sont pas disponibles sur le site du journal officiel. Or, nous savons tous très bien qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent. Il faudrait donc rendre accessible l'ensemble des ordonnances et des décrets pour permettre à ce que tous les compétiteurs à ces élections, les partis politiques d'opposition, les candidats indépendants et même les candidats du parti au pouvoir puissent disposer des règles de jeu afin que le scrutin soit inclusif et également soit transparent. Paul Amegakpo, président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance, au micro de notre correspondant à Lomé, Peter Sassou-Dogbe. Un accident de la route a coûté la vie à 26 personnes hier vendredi à Brokoua, près d'Issia, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. 2 minicards de transport en commun sont entrés en collision après l'éclatement d'un pneu arrière sur l'un des véhicules roulant à vive allure. Le drame a également fait 28 blessés. Ce nouvel accident meurtrier intervient à peine un mois après une collision similaire près de Gagnoa, où 20 personnes avaient perdu la vie. De la musique dans cette édition d'Afrique Midi. Il est 13h42 ici à Paris, avec à l'honneur ce samedi le chanteur folk reggae sénégalais Lyd Diop. L'artiste se produit en concert ce soir à Paris, à la Boule Noire. L'occasion de revenir sur le parcours pour le moins atypique d'un chanteur qui s'inscrit dans la grande tradition des troubadours sénégalais. C'est un sujet signé Olivier Roger. À l'instar d'un Kézé-Jones ou de Pedro Kouyaté, Lyd Diop s'est rendu célèbre sous terre, sous les pieds des Parisiens, en chantant dans les couloirs du métro. En 2017, les usagers l'acclament et l'élisent artiste de l'année au concours organisé par la RATP, l'organisme qui gère le métro parisien. Lyd Diop, qui doit donc une partie de sa notoriété aux voyageurs du métro, leur avait donné il y a 2 ans, pour les remercier, un concert à la station Bastille, dont voici un extrait. Si Lyd Diop a été repéré dans le métro, son succès d'éducation son talent et à sa façon particulière d'harmoniser son folk sénégalais dans la plus pure tradition d'Ismaïlo ou de Souleymane Faye, avec un reggae baïfal façon Dread Maxime ou Metadia, ces 2 références. Arrivé en France en 2012 pour terminer ses études, Lyd Diop a depuis publié 2 albums et multiplié les collaborations artistiques. Sa voix puissante, son énergie et ses textes à l'esprit positif lui ont permis de fidéliser un large public, mais qui reste cependant largement en deçà de ce que son talent pourrait lui valoir. Olivier Roger, du service culture de Radio France Internationale. D'un Olivier à un autre, d'une magnifique voix à une autre. Bonjour Olivier Pron. Bonjour Demo. Pour le sport, le foot au programme avec le retour de la Ligue des Champions. La deuxième journée de la phase de poule a débuté hier soir. Oui, alors, dans le triste
contre Tunis. On espère mieux aujourd'hui avec des buts, tiens, ça serait bien. Dans 15 minutes à peine, le Maniema Union lance les hostilités. Très bon match nul chez les Mamelody Sundowns. Les Congolais de Kindu reçoivent le Raja Casablanca au stade des Martyrs à Kinshasa. L'entraîneur Papi Kimoto espère la première victoire de l'histoire en C1 du club, même si on face au champion du Maroc, champion en manque de points après sa défaite lors de la première journée face au Phare de Rabat. On écoute Papi Kimoto. On va dire c'est une grande équipe, ça, je peux l'assumer. Une équipe très bien organisée, ça ne va pas être facile pour nous. Une équipe qui a perdu à la maison, s'ils ont joué contre eux, ils ont perdu à la maison. Mais néanmoins, je compte sur mes joueurs qui sont libérés. On va jouer ça, bien sûr. En même temps, on va tout donner pour essayer d'arracher notre championnat. On a récupéré notre milieu récupérateur Noël, donc l'effectif est au complet. Tout le monde possible pour être titulaire. Un second. Papi Kimoto, oui, à peu près 15 secondes avec Olga Massongou, Maniema Raja. Dans 15 minutes. On rappelle que le stade Jean jouait 16h de l'universel face aux Algériens du CR Belouizdad. Merci Olivier Promont pour ce récapitulatif et ces avant-matchs de la deuxième journée de la Ligue des Champions sur le continent africain ce samedi. À la une de Jeune Afrique cette semaine, Makala contre-enquête sur une mutinerie. Le titre choisi par JA au sujet de cette mutinerie survenue le 1er septembre dernier dans la prison surpeuplée de Kinshasa et qui, selon un bilan officiel, a fait 131 morts, beaucoup plus selon d'autres sources. Catherine Poté s'est entretenue avec le journaliste auteur de cette affaire. Bonjour Romain Chanson. Vous êtes rendu sur place 3 mois après les faits. Que sait-on maintenant des événements qui s'y sont déroulés et plus précisément ce qui a déclenché cette émeute, cette mutinerie? Alors on comprend en fait qu'il y a plusieurs ingrédients qui sont un cocktail explosif. Il y a la surpopulation carcérale déjà, puisque la prison accueille environ 15 détenus ce soir-là. C'est 10 fois plus que la capacité initiale de cette vieille prison construite dans les années 50. La cohabitation était devenue impossible entre prisonniers, faute de place pour dormir, faute de place pour mettre son matelas. Les gens dorment entrelacés comme des boîtes de chauffage. Voilà ce que disait un prisonnier cité dans l'article. Et puis, le soir du 1er septembre, ils ont visité la prison. Les conditions de vie étaient encore pires. D'après un détenu, le prisonnier a cassé les portes d'abord pour aller prendre l'air. Et puis ça a dégénéré. Ça a dégénéré en tentative. Puis en répression meurtrière, puis en viol collectif, puisque les détenus se sont déportés sur le parcours des femmes qui ont violé 269 prisonniers. Romain Chanson, comment le gouvernement congolais a-t-il communiqué sur cette mutinerie? Visiblement, la tentation était grande de tenter de dissimuler l'étendue de cette tragédie meurtrière. Oui, d'abord, c'était un peu la cacophonie au gouvernement, puisque beaucoup de personnes ont pris la parole. C'est le vice-ministre de la Justice qui s'est d'abord rendu sur place, où il a évoqué seulement 2 morts, alors que le bilan officiel est de 131 morts, qui est peut-être bien plus élevé selon nos sources. Et puis le ministre de l'Intérieur a parlé de quelques viols. C'est vraiment une sorte de minoration de ce qui s'est réellement passé. Et puis, le ministre de la Justice a promis une enquête, tout comme la première ministre. Cette enquête, ces enquêtes devaient être rendues disponibles sur 4 jours. Mais 3 mois plus tard, on n'a toujours rien. Pourtant, le ministre de la Communication, Patrick Moulet, a promis sur France 24 de faire la transparence, mais aucun des ministres contactés pour ces enquêtes n'a répondu à nos questions. Le ministre de la Justice a dit cette semaine que le rapport de la commission d'enquête est prêt, qu'il sera rendu au président avant d'être rendu public la semaine prochaine. Donc on attend. Vous vous êtes rendu à Makala, Romain Chanson, je le disais tout à l'heure. Quelle est la situation dans la prison de Makala aujourd'hui? Qu'avez-vous pu constater sur place? Alors une petite précision, je n'ai pas pu visiter Makala.